Grâce aux innovations numériques en Afrique, la télémédecine pourrait-elle pallier le manque d'infrastructures sanitaires et d'accès aux soins? Cela pourrait être une solution. Également pourrait-elle permettre de relever les défis liés à la santé des populations africaines? Toutes ces questions, nous allons en parler avec notre invité du MAG ce soir, le docteur Sayave Nyoumou, référent télémédecine pour l'Union africaine et fondateur de la société Nazunkin. Mais avant de le retrouver, place à l'actualité. Eux aussi ne veulent pas de la présidentielle en Algérie. La communauté algérienne présente en France manifestait à Paris en soutien aux manifestants du Irak, mobilisés contre le pouvoir algérien depuis 10 mois. Redéfinir ses actions et son positionnement au Mali, le mouvement national de libération de l'Azawad a ouvert son congrès hier à Kidal dans le nord-est du pays. Reportage à suivre. Enfin, dans la page des sports, nous reviendrons sur le parcours d'une lionne, Adjaran Chout, l'attaquante du Cameroun. Elle est sélectionnée par la CAF Award pour le titre de meilleure footballeuse africaine de l'année. Bonsoir à tous. La question contestation populaire qui secoue l'Algérie franchit les frontières. En France, la diaspora algérienne s'est mobilisée ce dimanche à Paris. Toutes les générations étaient réunies afin de s'opposer à la tenue du scrutin présidentiel prévu le 12 décembre prochain. Reportage dans la capitale française signé Maëva de Froyenne et Rémi Lescaut. Nous sommes à plus de 1000 km d'Alger, place de la République à Paris. Et le message est clair. Il n'y aura pas de vote le 12, on vote pas, il n'y a pas de vote. Ces manifestants français d'origine algérienne, binationaux ou non, soutiennent le mouvement de contestation qui agite ce pays cher à leur cœur. On soutient le peuple algérien de là-bas et pour justement dire non aux élections. Voter pour qui? Voter pour quoi? Nous n'avons personne qui nous représente, donc on ne peut pas voter. Ces centaines d'Algériens issus de la diaspora viennent également dénoncer les arrestations qui se sont accrues en Algérie à l'approche de l'élection. Sur cette cage, ces femmes affichent les visages de ceux qui ont été faits prisonniers. On ne peut pas tous les mettre. Pour les soutenir, la chanteuse Souad Massi est venue donner un concert et lancer la marche dans les rues de Paris. Je pense que c'est important aujourd'hui de ne pas reculer, d'avancer pour une nouvelle République, pour une vie meilleure, pour une justice. Pour moi, c'est aujourd'hui ou jamais. Le scrutin qui doit se tenir le 12 décembre prochain est vivement critiqué par la rue. Tous demandent une transition démocratique, à l'image du parti UCP, Union pour le changement, également présent aujourd'hui. Nous, ce qu'on veut, c'est une alternative qui s'appelle une transition démocratique. Cette transition, elle va regrouper certaines personnalités nouvelles, pas les anciens, pas des gens qui sont comptables, on veut plus personne qui a représenté l'Algérie jusqu'à aujourd'hui. On veut des nouvelles têtes, on veut des technocrates, on veut des jeunes, on veut des gens qui soient capables de mener l'Algérie vers un dessein qui soit un dessein positif. Que le scrutin du 12 décembre soit maintenu ou non, tous l'affirment, ils n'iront pas voter et continueront à manifester contre le pouvoir en place. Les corps des 13 militaires français tués accidentellement au Mali lors d'une opération de combat sont arrivés en France. Un hommage national leur sera rendu demain à Paris. Avant le départ vers la France de l'avion transportant les 13 cercueils, leurs compagnons d'armes au Mali leur ont rendu un dernier hommage sur la base militaire de Gao. Un sursaut et de la clairvoyance, c'est en somme ce qu'a demandé Ibrahim Boubacar Keïta à ses concitoyens maliens hier. Dans une allocution télévisée, le président du Mali a appelé à un rassemblement du peuple malien face au défi du terrorisme. Le chef de l'État a rendu hommage aux soldats maliens tués ces dernières semaines, mais également aux militaires français morts lors de l'opération d'Indeliman. Ibrahim Boubacar Keïta participera ce lundi à Paris à l'hommage national en leur mémoire. À noter enfin que le président malien a annoncé le lancement officiel du dialogue national inclusif le 14 décembre prochain. Ce dialogue national inclusif s'adresse à tous les acteurs politiques et de la société civile au Mali, mais aussi aux groupes armés qui participent au processus de paix signé à Alger en 2015. C'est dans ce contexte que le MNLA, qui entretient des relations pour le moins compliquées avec les autorités, a ouvert son congrès hier dans la ville de Kidal, dans le nord-est du pays. Voyez ce reportage réalisé par Walid Agmenani et commenté par Anthony Fouchard. Des casques bleus et des ex-rebelles côte à côte sous le drapeau du MNLA, le mouvement national de libération de l'Azawad. Le mouvement politico-militaire organise son congrès. Après s'être battu pour l'indépendance du nord du Mali, les ex-rebelles Touaregs ont signé en 2015 un accord avec le gouvernement central.
De l'indépendance de l'Azawad, il n'en est plus question, mais les relations entre Bamako et Kidal sont toujours tendues et les Nations Unies jouent souvent les médiateurs. Je suis conscient que des défis restent à relever. Les blocages opportunistes, les malentendus et les contraintes logistiques ne doivent pas nous divertir d'une solution politique pérenne. Derrière l'accord politique de 2015, je n'oublie pas qu'il s'agit de faire valoir des particularités sociales et culturelles revendiquées depuis des décennies. À Kidal, pas d'armée malienne et un seul représentant du gouvernement. La sécurité, elle, est assurée par ces hommes, regroupés au sein de la coordination des mouvements de l'Azawad, la CMA. Certains cadres de l'ex-rébellion Touareg sont accusés d'entretenir des liens plus ou moins étroits avec les djihadistes. Pour nous, il est important que dans le cadre du processus, l'armée reconstituée attendue soit une réalité, de sorte qu'il y ait une responsabilité étatique dans les engagements qui seront menés contre toute forme de sécurisation. L'armée reconstituée, composée entre autres de soldats issus de l'ex-rébellion et de militaires de l'armée régulière, est un vœu pieux. Depuis 2015, les progrès dans l'application de l'accord de paix sont minimes. Depuis 2 mois, le comité de suivi de cet accord a même suspendu ses réunions. Elles devraient reprendre dans les prochaines semaines à Bamako. Une nouvelle attaque contre une église protestante de Antoukoura, localité de la commune de Futuri au Burkina Faso. Selon une source citée par l'agence France Presse, au moins 10 fidèles, dont des enfants, ont été tués ce dimanche. 31e journée mondiale de lutte contre le sida ce dimanche. 770 000 personnes sont mortes l'an dernier à cause du virus. C'est beaucoup, néanmoins il s'agit d'un chiffre en baisse. Sur le continent, des progrès ont été enregistrés. C'est ainsi que s'ouvre à partir de demain au Rwanda la 20e édition de l'ICASA, la plus grande conférence sur le sida en Afrique. Plus de 10 000 personnes sont attendues. Notre correspondante à Kigali, Margot Chevance, nous donne davantage de détails. Cette conférence est un moment clé pour faire le point sur la stratégie de lutte contre l'épidémie sur le continent. Où en est-on parmi les pays africains pour atteindre les objectifs de l'ONU qui, en 2020, et c'est dans quelques mois, ambitionne une génération sans sida. Cette conférence, si elle se tient ici au Rwanda, ce n'est pas un hasard. Le pays fait figure de modèle dans la lutte contre l'épidémie sur le continent. Il fait partie, par exemple, de ceux qui sont en train de tester un traitement par injection contre le sida à la place de la prise d'une pilule quotidienne. La piqûre peut durer jusqu'à 8 semaines. Ici au Rwanda, le traitement contre le sida est gratuit depuis 2004. En parallèle, on a également assisté à la mise en place dans tout le pays de kiosques de distribution de préservatifs gratuits. Mais ce qui donne surtout d'excellents résultats sur le terrain, c'est le programme des pères éducateurs des hommes séropositifs très actifs dans leur communauté. Ils sont 5000 au Rwanda, dans toutes les régions. Ils s'assurent de la prise du traitement des personnes infectées par le virus. Ils font de la sensibilisation. C'est une façon de garder dans le viseur des associations les populations les plus vulnérables, s'assurer de leur prise en charge. Résultat, le taux de prévalence du sida est resté bas au Rwanda depuis 10 ans. Il est de 3% et 98% des personnes séropositives sont sous traitement antirétroviral. Agathon Rwasa fait toujours partie des acteurs de la scène politique au Burundi. L'autorisation de sa nouvelle formation politique a été validée en février dernier par les autorités de Bujumbura. Et c'est non sans une certaine satisfaction que le principal opposant burundais inaugurait hier de nouveaux locaux dans le nord du pays. Reportage Simon Rodier. Agathon Rwasa, l'ancien maquisard, veut toujours conquérir le pouvoir. Ce samedi, il ouvrait, bien entouré, une permanence de son parti, le CNL, à Kirundo, dans le nord du Burundi. Le CNL a été autorisé après de longues tractations, mais Rwasa dénonce toujours son traitement par le pouvoir du président Nkurunziza. Ceux qui sont au pouvoir aimeraient y rester et aimeraient faire croire au monde qu'il n'existe que eux et eux seuls. Or, ça c'est un défi que nous devons relever, donc nous ne pouvons pas reculer, nous devons toujours aller de l'avant. Tous ces militants continuent de braver le danger, car pour eux, l'espace politique est verrouillé par le parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Et le danger, c'est de militer. Nous voulons le changement. Même les violences dont nous sommes victimes ne découragent pas. Nous voulons construire un pays avec une justice pour tous, pour marcher ensemble vers le développement et la paix. Dans une certaine indifférence, des opposants sont régulièrement arrêtés, voire pire, au Burundi. Des dizaines de permanences, comme celle ouverte ce samedi, ont été vandalisées. Agathon Rwasa accuse les militants du parti présidentiel d'être à l'origine de ces destructions.
Le début du chantier de construction du 4e pont d'Abidjan en Côte d'Ivoire a des conséquences directes sur la vie de nombreux habitants. Boribana, cet important quartier populaire de la capitale économique ivoirienne, va être détruit. Les travaux ont débuté hier. Cependant, certains Abidjanais vivant à cet endroit n'avaient pas été prévenus. Ils ont été mis devant le fait accompli. Les précisions avec Lou Bureau. Tout comme cette maison, il ne restera bientôt plus rien ici. Boribana est un des quartiers les plus populaires d'Abidjan. 60 000 personnes y vivent. Dans quelques temps, il y aura un pont à la place. Un pont pour éviter les embouteillages. Un projet ambitieux d'une municipalité qui voit grand. 216 millions d'euros pour la construction, dont 51 pour l'indemnisation des habitants. Les bâtis aujourd'hui qui sont en train d'être démolis sont les bâtis pour lesquels les propriétaires ont reçu effectivement leur indemnité d'éviction. Le problème, c'est que la plupart des habitants ne savent toujours pas où aller. Les indemnités sont négociées au cas par cas avec chaque famille et le barème officiel n'est parfois pas appliqué. Nous sommes 14 familles, nous n'avons pas encore négocié. Parce que les montants qui nous sont proposés sont dérisoires, nous avons refusé. Il y a un barème qui doit être appliqué, le barème n'est pas appliqué. Et puis, il y a tous ceux qui ne touchent rien, car ils ne sont pas recensés dans le quartier. Ceux-là ont tout perdu. Ils récupèrent le peu d'affaires qu'ils possèdent avant de voir leur maison détruite. Avant-hier, on est tout d'un coup, nous sommes à Boribana, ici avant-hier, on vient nous dans nos séquelles, on a qu'à quitter ici aujourd'hui samedi. Dans 3 jours, d'où on va partir? Il y a des parents qui sont dans les quartiers qui ne savent pas d'où ils vont partir. Nous avons des vieilles qui sont malades. Mais le gouvernement a prévenu, il n'y aura pas de marche arrière. Et pour prévenir les éventuelles manifestations, les autorités ont déployé l'armée et les forces de l'ordre dans tout le quartier. Tout autre chose à présent, puisque c'est le moment de retrouver l'incontournable Lise-Laure Etia pour la page des sports. Bonsoir Lise-Laure. Bonsoir. Une fois n'est pas coutume, on débute avec du cyclisme. Sadou Diallo a remporté aujourd'hui le 9e Tour de Guinée. Oui, l'espoir du cycliste burkinabé conserve son maillot jaune. Comme hier, son compatriote Bachirou Nikiema remporte l'étape du jour. Au classement général, les Burkinabés occupent les 4e places. Abdoulaye Bangoura, le premier Guinéen, est 8e. On va parler de foot à présent avec une lionne à l'honneur. Il s'agit d'Adjaran Chut Njoya, nommée pour la première fois par la CAF au titre de meilleure joueuse africaine de l'année. Oui, Adjaran Chut Njoya a 26 ans. Elle évolue en Norvège au Vålerenga FC. Alors, selon le classement de la Fédération internationale de l'histoire du football et de la statistique, elle est classée 15e meilleure joueuse mondiale. Lors de la dernière Coupe du Monde, elle s'était illustrée en qualifiant son pays pour les 8e de finale. En début de semaine, elle était de passage à Paris. Elle revient sur son but mémorable inscrit le 20 janvier dernier. C'était contre la Nouvelle-Zélande. Le but que je marque à la dernière minute contre la Nouvelle-Zélande où personne ne croyait plus en nous, c'est vraiment incroyable parce que quand on est dans un stade et à la dernière minute, on se dit que personne ne croit plus en toi ou à l'équipe et que tu marques ce genre de but, c'est vraiment une grosse joie. Parce que beaucoup de gens me racontent que quand l'arbitre avait montré le temps additionnel, tout le monde s'est levé parce qu'on se disait qu'on n'avait plus rien à gagner. Mais après, tu comprends à la dernière minute qu'on se qualifie. C'est vraiment une grosse fierté pour le Cameroun. On m'a vraiment bien accueilli dans le club. Le coach m'a présenté les projets de l'équipe et j'étais vraiment intéressée. Donc, aujourd'hui, je suis sortie meilleure buteuse de l'équipe et 3e meilleure buteuse du championnat. C'est une grosse fierté parce que j'ai beaucoup travaillé pour ça. C'est vrai que j'aurais voulu faire mieux que l'année passée parce que l'année passée, j'étais à 15 buts et 2e meilleure buteuse. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, sur le foot, il faut apprendre à accepter certaines choses et travailler mieux pour améliorer. Je suis née dans une famille musulmane, donc ça n'a pas été facile pour moi que la famille accepte mon métier.
Parce que chez nous, c'est l'école, après mariage. Tout le monde était contre dans la famille. Mais la première fois qu'on m'a appelé à l'équipe nationale en 2008, avec les moins de 17 ans, c'était vraiment une grosse voix dans la famille. Tout le monde était content. Et je pense que c'est à partir du moment là que tout le monde s'est laissé aller dans la famille. Et à chaque fois, mon père me demandait, la prochaine sélection, c'est quand ? Tu vois, donc savoir que papa veut toujours qu'on t'appelle à l'équipe nationale, ça donne aussi le courage de donner le meilleur de toi. Si je suis ballon d'or africain, ça serait vraiment une grosse victoire pour l'équipe nationale du Cameroun parce que ça serait la deuxième fois qu'on va ramener le ballon d'or africain au Cameroun. Et je pense que ça ne serait pas pour Adjara seul, ça serait pour l'équipe nationale et tous les Camerounais en général. Voilà, et on souhaite bonne chance à l'attaquante camerounaise pour cette remise de ballon d'or de meilleure joueuse africaine de l'année. Demain, c'est un autre joueur africain, un Sénégalais, Sadio Mané, qui pourrait finir sur la première marche du podium lors de la remise du ballon d'or masculin. Oui, ce sera une première et depuis plusieurs mois, il y a des débats dans la presse, Sadio Mané, parce qu'il y a quand même Ronaldo, Messi. Écoutez la réponse de 3 internationaux africains, propos recueillis par Karim Baldé et Louis Decroix. Sadio Mané, c'est un joueur que j'admire beaucoup. Je souhaite qu'il remporte parce que ça va être une grosse joie pour l'Afrique après George Weah. J'aimerais qu'un Africain le gagne, non, parce que Sadio, que ce soit Sadio, Salah, ils ont été énormes la saison dernière. Ils ont été les deux, je crois, meilleurs buteurs du championnat. Ils ont gagné la Champions League et je ne sais pas si ce sont les meilleurs joueurs au monde, mais je pense que sur la saison dernière, ils ont été exceptionnel. Moi, j'espère que Sadio Mané va l'emporter. Bien sûr que nous avons de grands joueurs dans le monde, comme Léo Messi. Mais je croise vraiment les doigts pour que Sadio Mané gagne ce ballon d'or. C'est aussi un grand joueur qui doit gagner ce titre un jour. Eh bien, nous aussi, on croise les doigts. Lise Laure, je ne vais pas vous laisser partir sans un pronostic. Qui sera le vainqueur demain ? On attend demain. On attend demain. À bientôt, Lise Laure. À bientôt. Merci à vous d'être fidèles au Journal Afrique. Tout de suite, notre page culture avec un peu de musique. Fer de lance de la scène rock orientale, le groupe de métal tunisien Miras revient avec un nouvel album intitulé Live in Carthage. Après 18 ans d'existence, le groupe déploie toujours la même énergie sur scène et Nicolas Georges les a rencontrés. Univers cinématographique, guitare mélodique et instruments traditionnels tunisiens, Miras casse les codes de la musique métal, séduisant un public de plus en plus nombreux. En quelques années, il est devenu le plus grand groupe de rock nord-africain. Nous, en fait, on mélange le métal et le folklore tunisien. Il y a les darboukas, il y a d'autres percussions aussi traditionnelles. Il y a la flûte traditionnelle tunisienne, il y a la clarinette orientale. C'est très très important d'avoir sa propre identité et qui s'inspire de nos racines en fait. On n'est pas un groupe engagé. Nous, on fait ce qu'on aime, c'est-à-dire on fait de la musique, on fait du métal, et on mélange ça à nos racines. Donc, voilà. Mais on parle quand même des problèmes sociaux, comme la liberté d'expression, comme l'oppression, comme la pauvreté et tout. Donc c'est indirectement engagé, mais indirectement. Pas évident cependant d'être un groupe de métal en Tunisie, un style de musique encore à la marge et pas toujours bien vu. Pour les religieux en Tunisie ou ailleurs, tout ce qui est rock, tout ce qui est habillé en noir, tout ce qui est cheveux longs, oui, c'est forcément un mécréant, c'est forcément un non-fidèle, c'est forcément un satanique. Généralement, on évite de trop s'exposer. Si on a des boucles d'oreilles, des tatouages, tout ça, on va éviter. Quand tu es dans un pays arabe, musulman et tout, forcément c'est encore mal vu, encore plus, quoi. Je crois que c'est très important de dire que, voilà, écoutez du métal, c'est pas maléfique, c'est pas satanique et c'est pas rien du tout. Et il faut changer un peu, peut-être bien, c'est ce qu'on a voulu faire, c'est changer un peu la mauvaise image que les gens ils ont sur le métal.
Merci d'être fidèle au Journal Afrique. Tout de suite, place au MAG. Vous y avez peut-être eu recours ces derniers mois. La télémédecine se développe sur tout le continent. Les pratiques médicales à distance par Internet peuvent permettre de combler certaines lacunes en ce qui concerne les systèmes de santé dans les pays africains qui, dans certains cas, sont défaillants ou inéquitables. Pour parler de ce sujet, nous recevons ce soir le docteur Sayave Nyoumou. Vous êtes référent pour la télémédecine au sein de l'Union africaine, également président du conseil médical de Nazukin, Global Medical Network. Bonsoir et merci d'être notre invité ce soir. Avant d'aborder l'aspect concret de cette pratique, pouvez-vous nous dire qu'est-ce que la télémédecine? Merci de me donner la parole sur votre illustre plateau, qui est très connu et très respecté partout en Afrique. La télémédecine, c'est très simple. Quand vous faites la médecine à distance, si vous m'appelez de Dakar pour me dire que vous avez mal à la tête et que vous vomissez et que je vous prescris de la Nivaquine, c'est de la téléconsultation, ça fait partie de la télémédecine. Très bien. Si vous êtes médecin à Dakar, que vous opérez, que vous avez des problèmes, vous avez une caméra, que je peux suivre ce que vous faites à distance et je peux vous guider, c'est de la télémédecine. Donc c'est vraiment la médecine à distance. Donc c'est vraiment ce qui permet de mettre en lien le plus rapidement possible les patients et les médecins. Les médecins. Amener le médecin au chevet du patient, sans qu'il soit physiquement là. Comment cette pratique se développe-t-elle sur le continent? Alors sur le continent africain, par contre, ça commence à être un problème. Ah, expliquez-nous. Je vous explique parce que les technologies ont beaucoup évolué et du coup, il se développe énormément de solutions de télémédecine un peu partout dans le continent qui devient une sorte de jungle où on teste les technologies plutôt que de faire la médecine. Parce que c'est ce qu'on voit depuis un certain temps. Il y a beaucoup d'initiatives qui se lancent. Chaque mois, il y a de nouvelles trouvailles. Et selon vous, c'est un problème? C'est un problème parce que si on ne fait pas attention, ça va devenir un problème de santé publique. Vous êtes référent télémédecine de l'Union africaine. En quoi consiste votre action? Alors en fait, au niveau de l'Union africaine, j'ai participé depuis de 2006 jusqu'en 2012. Il y avait le Pan-Africa e-Network qui était un gros projet du gouvernement indien avec tous les 52 pays africains. Et j'étais le référent médecine pour la partie télémédecine. Il y avait la télémédecine, téléenseignement et VVIP. C'est moi qui ai coordonné toute la partie télémédecine. Et aujourd'hui, je continue de travailler avec l'Union africaine pour les solutions de télémédecine, de télésanté ou de cybersanté. Donc, je continue de travailler avec eux dans ce sens-là. Alors, on va revenir au concret. Comment se déroule ce genre de consultation? Alors, une consultation de télémédecine, elle est très simple. Vous pouvez avoir avec vous, ici, un dispositif quelconque. Ça pourrait être une caméra, ça pourrait être un appareil qui retransmet du son, par exemple un stéthoscope qui retransmet le son de votre battement de cœur. Et moi, je suis à l'autre bout de la Terre, j'écoute ce son. Donc ça me permet, à partir du son que j'écoute et à partir des informations que j'arrive à recueillir à distance, de poser un diagnostic. Et c'est comme ça que ça se passe à la télémédecine. Alors justement, en termes d'informations, quels sont les symptômes et les maladies susceptibles d'être traitées grâce à la télémédecine? Aujourd'hui, on peut traiter toutes les maladies avec la télémédecine. On ne va pas remplacer le médecin, il y a toujours un médecin de bout en bout. Mais aujourd'hui, parce que le seul problème qui s'était posé pour la télémédecine, c'est le standard des informations. En médecine, il n'y a pas que la voix, il n'y a pas que l'image. Il y a la voix, il y a le son, il y a l'image, il y a le mouvement, il y a le bruit, tout ça ensemble. Et c'était assez compliqué de pouvoir transmettre ces données sans altération. Aujourd'hui, avec les technologies, on fait passer ce qu'on veut, sans altération. Alors, tout à l'heure, vous évoquiez les outils justement qui servent pour la télémédecine. Vous avez créé un outil qui est intitulé Mobile Care Unit. En quoi consiste-t-il? Alors, en fait, nous, on s'est rendu compte que dans beaucoup de pays africains, le ministère de la Santé n'arrive pas à développer ou même à délocaliser les spécialistes. Parce que le spécialiste ne veut pas aller dans un hôpital de district, parce qu'il n'y a pas de laboratoire, il n'y a pas de radiologie, il n'y a rien. Et lui, il est médecin. Donc il a besoin d'outils pour travailler. Il a besoin d'outils. Donc on l'affecte là-bas, il n'y va pas. Ensuite, il y a par exemple un cardiologue qui a été formé. Et parfois, il y a certains pays, il y a une dizaine de cardiologues. Et ces gens-là, ils veulent tous rester dans la capitale. Mais ce n'est pas parce que j'habite le village que je n'ai pas droit à la science de ce cardiologue. Donc nous, on a créé une petite valisette dans laquelle, c'est comme un bagage à main, dans laquelle on met tous les outils de diagnostic. Donc aussi bien du laboratoire, de l'imagerie, qui permettait aux médecins d'aller même en brousse et de pouvoir poser un diagnostic et transmettre toutes les informations pour l'interprétation par un spécialiste. Faire voyager les données et non plus les patients. Faire voyager les données et non plus les patients. Et mettre les patients, malgré tout, en contact
avec le spécialiste, quel que soit l'endroit où il est. Alors jeudi prochain sera remis à Paris le premier Grand Prix mondial pour la télémédecine. Ce sera un moment historique pour vous qui faites partie des premiers à avoir déployé ces initiatives. Tout à fait. Alors, ce premier Grand Prix mondial, la télémédecine, nous avons créé une académie de télémédecine, l'Académie mondiale. Avant ça, nous sommes un certain nombre d'experts, dont Madame Ala Joanine, qui est très bien connue dans ce monde-là, avec par exemple le professeur Antoine Gesbuller ou Lynn Klein-Nebrel, qui était à l'informatique médicale de Georges Pompidou. Ça fait des dizaines d'années que nous travaillons dans le domaine de la télémédecine, de la téléradiologie, télééchographie. Nous avons créé la commission Galien, qui, ici, en France, était rattaché au Premier ministère, qui était chargé un peu d'organiser tout ça avec tous les industriels. Et cette année, il y a 2 ans maintenant, nous avons créé cette académie qui est logée à l'Académie de médecine. Docteur Sayave Nyoumou, merci d'avoir été notre invité ce soir. Je rappelle que vous êtes le référent télémédecine de l'Union africaine, mais également le président du conseil médical de Nazunkin Global Medical Network. Merci d'avoir été notre invité. Merci de m'avoir invité. Ainsi va l'actualité sur le continent. Merci de votre fidélité et belle soirée sur TV5 Monde.